Salut à tous, c'est Karel et bienvenue sur ma chaîne Godaleia. Je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de vous faire le bilan des mois de juillet et août en matière de lecture. Alors pour tout vous dire, cet été a été un petit peu, il y a eu des hauts et des bas au niveau de mes lectures. Pas mal de choses à vous montrer et en même temps j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup lu. Dans ce point lecture, je vais revenir sur Princess Bride de William Goldman, que vous pouvez trouver ça aux éditions Brajlon. Ensuite, je vous parlerai de Zoo de James Patterson, que vous pouvez trouver sur Audible. Je vous parlerai ensuite des masques d'Azer Killa, donc de la saga de Shara, c'est de Charles Bousquet et vous trouvez ça chez Nemos. Je continue avec Girl in Space de Sarah Ray Warner. Ça, vous pouvez trouver ça sur internet, en fait c'est un podcast audio. Et je terminerai avec ma lecture en cours, il s'agit des Arches de Valse de Caroline Duflo. Allez, je vous y emmène. Tout d'abord, je vais revenir très rapidement sur ma lecture de Princess Bride que vous pouvez retrouver également dans mon ancien point lecture. Je l'avais lu, je sais plus, c'était peut-être au mois de mai, je crois. Ah oui, c'était après les Imaginales. J'avais vraiment eu beaucoup de plaisir à replonger dans ce livre que j'avais lu il y a bien 10 ans, quand j'avais acheté cette première édition chez Brajlon. Je dois dire que cette relecture, au début, a vraiment été, vous pouvez revoir la vidéo où j'étais vraiment très emballée. Et petit à petit, malgré le fait que je retrouvais vraiment avec plaisir ce que j'aimais, notamment dans le film, donc les dialogues, évidemment les phrases hyper célèbres que l'on peut aussi voir donc, dans le film, genre c'est inconcevable ou mon nom est Inigo Montoya, etc. Il n'empêche que j'ai trouvé pas mal de choses où je me suis rendu compte qu'en fait Wesley était vraiment pas sympa avec Bouton d'Or, et puis Bouton d'Or est un peu décrite comme un peu une écervelée quand même, mine de rien, où en fait elle a juste sa beauté pour la rattraper, dirons-nous. Elle a vraiment l'archétype de la demoiselle en détresse qui ne peut rien faire toute seule, et qui ne s'en sort pas du tout toute seule, et heureusement que Wesley slash le terrible pirate Robert est là pour la sortir de ses encombres, de ses intrigues, parce que sinon toute seule elle est pas bonne à grand chose malheureusement. Bouton d'Or, c'est typiquement le genre de personnage féminin en plus qui est uniquement décrit par son amour pour son homme, et au-delà de ça elle a pas grand chose. Ouais, tout ce côté là un petit peu qui a, je dirais pas terni ma lecture, mais voilà, qui a mis un petit bémol où je me suis dit tout ça, quand j'ai lu ça à l'époque, je le voyais pas forcément. Maintenant, tout le côté écriture, comme je disais dans mon précédent point lecture, c'est une écriture qui est très particulière, où le narrateur et l'auteur cassent le quatrième mur, mais constamment, il s'adresse au lecteur, mais vraiment tous les chapitres. Et voilà, donc ça a été une lecture qui finalement s'est retrouvée un peu plus mitigée que ce que j'avais prévu à la base. J'enchaîne ensuite avec Zoo de James Patterson et Michael Ledwidge, oui c'est ça, que j'ai lu en livre audio sur Audible. Alors ce livre est un livre de suspense slash anticipation slash thriller, disons-nous. C'est l'histoire de Oz Jackson qui est biologiste ou en tout cas spécialiste des animaux et qui se rend compte qu'il y avait une théorie, une hypothèse qui parlait de la mutation des animaux qui se dressait contre le genre humain, et donc son hypothèse, sa thèse, ça a fait un peu les choux gras de l'intelligentsia des scientifiques du monde entier, et en fait petit à petit on se rend compte que sa théorie est vraie, et en fait le monde bascule parce que les animaux ont subi une mutation et se dressent le règne animal se dresse contre les humains. Alors ce livre-là, je l'ai lu parce que tout simplement j'ai regardé la série télé qui est assez haut et assez bas, je dois dire, mais c'est une série télé qui sur le papier m'avait vraiment beaucoup intéressé, que ce soit au niveau justement du pitch, que ce soit au niveau des personnages. Il y a 3 saisons que vous pouvez retrouver sur Netflix notamment. La série est terminée, mais en tout cas il y a 3 saisons disponibles. Et voilà, malgré ses faiblesses et pour moi ses points forts, il y avait quelque chose qui me manquait. Je pensais que justement j'avais trouvé dans ce livre-là, en gros la série mais en mieux, et il s'est avéré que c'était pas vraiment le cas. Vous pourrez retrouver dans mon point série que je vais filmer juste après, que vous pourrez retrouver sur ma chaîne,
Donc que je pense de la série que j'ai terminée, donc à peu près dans le même temps, disons-nous. Cette lecture audio a été assez décevante pour la simple et bonne raison que je pense que je n'y ai pas trouvé ce que j'y cherchais, ce que j'en attendais. Si je n'avais pas lu ce livre en fonction de la série, je pense que j'aurais plus apprécié que ça. Mais voilà, il y a des choses que j'attendais, de retrouver les personnages que j'avais vraiment appréciés dans la série qui ne sont absolument pas dans le livre, et plein d'histoires et d'intrigues qui n'y sont pas du tout, et je me suis rendu compte à quel point justement, en prenant vraiment le noyau de base du livre, la série a vraiment eu sa propre direction. J'ai été contente de retrouver notamment Jackson Oz, c'est pas Oz Jackson, c'est Jackson Oz, Jackson Oz, Chloé Toussignan et Abraham Kenyatta, mais notamment les deux autres personnages, donc Mitch et j'ai oublié Jamie, voilà, Mitch et Jamie qu'on voit dans la série n'y sont pas du tout. Et il y a même plein d'intrigues qui pour moi était vraiment essentiel au niveau de l'intrigue principale du pourquoi les animaux mutent. Il y avait toute l'histoire dans la série de la pupille où c'est un marqueur visuel justement des animaux qui ont muté et du pourquoi justement ils ont muté. Ça y est pas du tout, c'est un petit peu en tout cas dans le livre, c'est un peu la suite logique, une espèce de deus ex machina comme ça qui produit cette mutation qui est pas forcément expliquée. Et voilà, donc tout ça j'ai pas retrouvé, d'autant que vraiment en plus les personnages de Mitch et Jamie dans la série que j'appréciais beaucoup au niveau de leur caractère, etc. Ils sont tout simplement pas dans le livre. Et dans le livre, par exemple, Chloé Toussignan, donc qui est une Française qui se marie ensuite avec Jackson Oz, a pas du tout non plus ni la même fonction ni le même caractère. Dans la série, c'est une agent des renseignements français. Elle dirige l'équipe, etc. Là, pas du tout. Son rôle, c'est juste être l'épouse de Jackson Oz, et elle a pas du tout le même caractère. Elle est beaucoup plus battante dans la série, alors que dans le bouquin, c'est une victime en fait. Et voilà, donc tout ce côté-là, j'ai moins apprécié, largement moins apprécié. Par exemple, Abraham Kenyatta, qui est vraiment un pilier de l'équipe dans la série, se fait tuer hyper rapidement dans le bouquin. Du coup, je me suis dit, il y a quelque chose de bizarre quand même, et donc du coup ce livre n'a pas rempli les promesses que j'en attendais. Du coup, peut-être que si vous aimez le pitch que je vous ai dit tout à l'heure, qui est franchement assez... il est bien, franchement, ce pitch, il est bien, il est puissant, pour moi, il aurait pu donner quelque chose de mieux, et si ça avait été la série en mieux, franchement, j'aurais adoré. Je sais qu'il y a un tome 2 de ce livre, il n'est pas encore disponible sur Audible, j'ai pas été voir là très récemment, mais peut-être que voilà, s'il devient disponible sur Audible, j'irai jeter une oreille, mais pour l'instant, voilà, j'y ai pas retrouvé mon compte. Maintenant, je vous parle des masques d'Azerkilla de Charles Bousquet, vous pouvez trouver ça chez Blemos. Ce livre, le voici, donc avec une magnifique couverture. Je dois avouer que à la base, je suis pas très fan du travail je crois que c'est Mélanie Delon. Mais je trouve cette couverture vraiment hyper puissante. Le regard happe vraiment le spectateur et le lecteur, et je pense que c'est une des choses qui m'a fait demander en fait cette lecture à Memos, puisque oui, c'est un SP que j'ai demandé à Memos, que j'ai mis beaucoup de temps à lire, que ce soit à commencer à lire et que ce soit à lire aussi. On a vraiment un univers qui est magnifique, vraiment c'est vraiment un énorme bon point de ce bouquin-là. On suit le destin de notamment 3 personnages féminins. Donc il y a Jian d'un côté, qui est une jeune femme qui a un caractère vraiment bien trempé, qui vit sa vie, etc. et qui se retrouve mariée contre son gré à un puissant seigneur de guerre qui veut en fait utiliser sa maîtrise d'un espèce d'art ancestral, un art du combat magique, et qui veut utiliser cet art de combat pour la guerre, et elle veut pas lui donner, entre guillemets, mais elle est mariée de force à cet homme-là qui est rude et qui est violent. On a de l'autre côté Arcane, qui est en fait... c'est un personnage, je veux pas dire de bêtises, si je dis des bêtises, ne m'en voulez pas, mais c'est un personnage, comment on appelle ça, je crois qu'on aurait dit hermaphrodite peut-être dans d'autres années. Je sais qu'il y a un terme, c'est pas unisexe, il est né à la fois homme et femme. Et voilà, c'est un personnage qui est justement aussi, qui est très
très doux, qui est très emporté, mais voilà, qui a beaucoup de sentiments, et qui est, comme il est à la fois homme et femme, sa voie toute tracée, c'est de devenir une espèce de prêtre d'Azerkila, qui est justement la déesse qui, je pense, est représentée ici, qui est la déesse une espèce de déesse de dualité de la mort, de la vie, etc. Donc du coup, ce côté homme et femme se retrouve justement dans ce personnage-là. C'est vraiment aussi, déjà, je crois que je pense que c'est unisexe qu'on dit, je dis peut-être des conneries. Mais voilà, c'est déjà la première fois que je lisais à propos d'un personnage qui est unisexe, et justement au début notamment, où elle, je dis elle, puisqu'elle va être plutôt genrée au féminin après, puisqu'il va se passer quelque chose d'important dans sa vie. Mais voilà, au début en tout cas du livre, quand on est dans sa partie donc à propos d'elle, bah justement elle est genrée à la fois au masculin et au féminin, et ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Justement de voir que voilà, des fois on parle d'elle au masculin, des fois au féminin, des fois presque dans la même phrase, et donc ça donne une dynamique qui était très nouvelle pour moi, et en tout cas c'était quelqu'un qui vivait pas justement son genre ou même sa sexualité comme un fardeau ou comme quelque chose de lourd et d'anormal entre guillemets. Elle vivait ça de la manière la plus simple du monde, et j'ai vraiment beaucoup apprécié cette part de ce personnage. Donc le troisième personnage qu'on suit, c'est Tilly, qui est en fait une esclave en fuite et qui va au fur et à mesure du bouquin développer des pouvoirs magiques en fait, et tous ces trois personnages-là qu'on suit en parallèle, on attend tout le long du livre. On sent que leurs chemins vont se croiser, et en fait j'ai attendu ça jusqu'au bout sans la voir, cette rencontre. Et je pense que comme ce bouquin-là est en fait le premier tome d'un diptyque, je pense que voilà, le deuxième livre de Shara sera justement à partir du moment où ces trois personnages vont se rencontrer. Et voilà, et donc cette promesse-là que j'attendais au moins peut-être à la moitié ou peut-être aux trois quarts du livre, je l'ai pas eu, et du coup ça a été une frustration voilà, que j'ai rencontré, d'autant que, comme je disais, c'est un livre qui est très dans la contemplation, dans la poésie. On a beaucoup de poèmes, de chansons, de petites presque des haïkus dans ce bouquin-là. Donc c'est un livre que j'ai mis pratiquement plus d'1 mois et demi, je crois, à lire, parce que voilà, c'est un livre qui prend son temps, voilà, on est vraiment dans de la poésie, de l'onirique en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire? Donc comme je vous disais, l'univers est absolument magnifique, même si je dirais qu'il faut s'accrocher, parce qu'au niveau du vocabulaire justement, il y a un vocabulaire inventé ou justement qui est rattaché à tout ce qui est à cette péninsule du Moyen-Orient, je dirais. Il y a donc des personnages qui sont vraiment très intéressants, et ce que j'ai aussi beaucoup apprécié justement, c'est la plume de Charles Bousquet. J'avais découvert Charles Bousquet donc dans Arachnae, qui est l'intrigue est beaucoup plus dark, beaucoup plus on a beaucoup moins ce souffle voilà, de poésie qui est dans ce livre-là, mais elle a un style qui est absolument délicieux, et vraiment c'est de l'or à boire, c'est de l'or à regarder, c'est vraiment super agréable à lire. Et je pense juste que c'était peut-être pas le meilleur bouquin pour moi en tout cas à lire à ce moment-là de mon existence et de ma lecture. Je pense que j'aurais eu besoin d'un truc un petit peu plus peps et un petit peu plus action, je dirais. Et là du coup je pense que c'est pour ça que j'ai eu un petit peu plus du mal à le lire, parce que je pense que c'était juste pas le moment. Je l'ai fini, mais voilà, je pense que je l'ai pas apprécié autant que j'aurais pu, si je l'avais lu à un autre moment, j'aurais été plus disponible. Mais ça a été vraiment en tout cas une lecture très intéressante à plein de niveaux, et voilà, je suis quand même curieuse de voir le tome 2. Le seul bémol que j'aurais aussi à propos de ce livre, c'est la carte qui est au début, qui est en fait illisible. J'aurais aimé voilà, qu'ils choisissent notamment une autre police, parce que non seulement elle est un petit peu arabisante, je dirais, mais c'est écrit tout petit et c'est impossible à déchiffrer, et en plus voilà, dans la carte qui est là, limite j'aurais peut-être dû d'ailleurs la trouver sur internet pour pouvoir la grossir, parce que on a plein de location de sets en fait là où ça se passe,
J'aurais bien voulu justement suivre un peu leurs péripéties sur la carte, mais c'était impossible parce que c'est impossible à lire et c'est impossible de s'y retrouver. Donc voilà, ça aurait pu être mieux. Maintenant, je vais vous parler d'un truc qui est assez particulier. Il s'agit de Girl in Space de Sarah Ray Warner, j'espère que je vais le dire correctement. Vous pouvez trouver ça donc sur girlinspacepodcast.com, je crois, sur internet. Il s'agit tout simplement d'un podcast audio, mais imaginez ça plus comme un feuilleton radiophonique. Voilà, je pense que c'est la meilleure définition, c'est un feuilleton radiophonique que vous pouvez trouver donc sur internet. Donc Girl in Space, ça parle de quoi? C'est de la SF. On se retrouve sur la station de Kavatika, qui est donc dans l'espace, qui est en station, en orbite autour d'une étoile qui s'appelle Ra du coup, et on retrouve donc le personnage principal qui au début n'a pas de nom, qui ensuite se fait appeler X, qui est une espèce de scientifique, biologiste, etc. et qui est juste accompagné d'un androïde qui s'appelle Charlotte et qui passe son temps en fait à soigner les plantes et soigner les animaux qui sont dans sa station spatiale. Et tout va changer quand justement va y avoir un vaisseau qui arrive et qui va se mettre en relation avec X et tout va basculer pour elle. Alors je tiens à signaler que ce feuilleton radiophonique est totalement en anglais. Alors il y en a peut-être qui vont être un petit peu refroidis par ce fait-là, mais je dois dire que Sarah Ray Warner a un accent qui est sans doute un des plus compréhensibles de tous les États-Unis, et je trouve que voilà, elle a une façon de parler et une façon de s'exprimer qui est absolument sans doute un des plus faciles à comprendre, quoi. Donc franchement, si ça vous dit, si vous voulez justement aussi entraîner votre oreille à de l'anglais, je trouve que c'est vraiment super, en plus d'être une super histoire et des super personnages. Donc comme je vous disais, c'est un feuilleton radiophonique, c'est-à-dire que imaginez que vous avez en fait un film mais uniquement à l'audio, donc vous avez des acteurs qui jouent chacun des personnages. Vous avez des bruitages avec les bruits de pas, les bruits, et donc c'est vraiment découpé notamment c'est en 13 épisodes, donc voilà, il y a une histoire que l'on suit tout du long, avec des rebondissements, des cliffhangers, etc. Ça c'est un truc justement, je pense que ça peut être rapproché un petit peu si vous avez suivi de ce qu'a fait, Cyprien, qui avait fait l'épopée temporelle, qui était un peu plus dans le prout-prout et dans la rigolade, etc. Mais voilà, c'est un peu le même modèle, mais en anglais et sans doute un peu mieux écrit. En tout cas, si vous avez l'occasion de jeter une oreille, encore une fois, c'est une forme de podcast audio d'histoire comme ça qui est un petit peu différent par rapport à ce qu'on peut trouver sur Audible, où c'est juste des livres lus. Là, on a vraiment comme une pièce de théâtre, mais audio, quoi. Et on a vraiment du coup une immersion au niveau sonore, etc. dans l'histoire qui est, je trouve, bien plus importante que le simple livre audio lambda. Maintenant, je vais vous parler de ma lecture en cours. Il s'agit des Arches de Valse, c'est de Caroline Duflo et vous pouvez trouver ça aux éditions Laine. Alors, les Arches de Valse, ça se passe dans un univers qui... J'hésite encore entre de la fantasy et de la SF parce que on est sur une autre planète avec d'autres peuples, etc. Donc ça peut se rapprocher à la fois des deux en fait, mais il n'y a pas forcément des stations spatiales, etc. Pas du tout. Donc je vous parle, je réfléchis en même temps que je parle. Je pense que je pencherai plus pour la fantasy. Donc nous sommes sur cette planète où nous avons plusieurs races qui cohabitent. Donc il y a les Bérélins qui sont de forme humanoïde en fait, qui je pense sont à peau noire ou en tout cas à la peau foncée. Et ensuite on a les Moans qui sont des espèces en fait d'oiseaux géants. Je voyais ça comme des chocobos géants si vous voulez, qui sont doués d'intelligence, qui peuvent parler, etc. Donc c'est vraiment une race intelligente. Et donc ces deux races là, disons ces deux espèces, voilà, cohabitent sur cette planète. Donc nous sommes dans un monde comme ça qui peut-être se rapproche plus de l'ère industrielle, je dirais, puisqu'on a justement une exploitation de mines et de minerais pour trouver des navilites, donc des pierres qui permettent
à des grandes nefs de naviguer, enfin de léviter et donc de se transporter. Donc imaginez des grands bateaux volants quoi. Donc du coup c'est plutôt classe, c'est plutôt cool. Et donc dans cet univers nous allons suivre donc plusieurs personnages et notamment au début donc deux personnages, une Béréline et une Moanne. Donc on a Paralyr donc qui est la Moanne, donc qui est l'oiseau géant, et nous avons Sérine qui est une Béréline et qui vont en fait, ce sont deux voyageuses qui vont s'entraider pour ensuite voilà. J'allais dire partir en quête, mais c'est plus ou moins ça. En fait, elles vont au fur et à mesure se rendre compte que leur planète est extrêmement mise en danger justement par l'exploitation minière du sol et qui réveille en fait qui met en péril l'équilibre du monde. Donc on a comme ça une intrigue qui est à la fois écologique, qui est à la fois donc comme je vous disais un peu fantaisique aussi. On a des personnages qui sont bien trempés, qui sont plutôt bien écrits, je dirais. Et donc cette intrigue qui va ensuite se dérouler. Pour l'instant, je suis encore dedans, j'en suis à peu près au premier tiers. Qu'est-ce que je pourrais vous dire là-dessus, c'est que c'est très bien écrit. On sent que voilà, il y a eu vraiment de la recherche, il y a eu de l'effort, il y a eu de la sueur qui a été vraiment donnée pour l'écriture. C'est un premier roman d'après ce que j'ai compris. La seule chose que je pourrais reprocher à ce livre, c'est que justement au niveau du rythme de l'intrigue, ça pourrait être un petit peu plus soutenu. Je trouve que ça prend beaucoup de temps pour se mettre en place, pour se lancer dans l'aventure. Je trouve que, enfin, moi en tout cas, dans ma période un petit peu de lecture difficile que je traverse en ce moment, j'ai du mal à m'y mettre et j'ai du mal à m'accrocher en fait à cette lecture. Et je pense que ça pourrait être un petit peu plus soutenu pour justement emmener plus facilement, plus vite le lecteur. Voilà, je trouve qu'il y a peut-être un côté où il y a eu beaucoup d'attention qui a été justement fournie au niveau de l'écriture et du style, et ce qui fait que même si c'est vraiment, je trouve, bien écrit, on sent qu'il y a eu peut-être je dirais pas trop d'efforts qui ont été justement fournis à ce niveau-là, au détriment de l'intrigue et du rythme surtout. Mais je trouve que voilà, ça aurait pu être un peu plus condensé et j'arrive pas encore à sentir voilà le danger et le truc qui va m'accrocher pour pouvoir continuer. J'attends toujours cet élément qui va me faire tourner les pages et malgré tous les bons points, comme je vous ai dit précédemment, où il y a des choses qui sont vraiment super intéressantes, qui en tout cas moi me parlent, je trouve que ça a du mal un petit peu à prendre sa vitesse de croisière et c'est bien dommage. Maintenant, je suis encore, voilà, comme je vous disais, j'en suis à peu près à 30% du bouquin, donc je vais continuer tranquillement à mon rythme pour l'instant et je vous en parlerai je pense dans le prochain point lecture. Voilà, c'était le point lecture de l'été, j'espère que ça vous aura plu, je vous ai présenté vraiment pas mal de trucs plutôt diversifiés. Donc on se retrouve, j'espère, le mois prochain pour vous parler donc des lectures du mois de septembre, des lectures de la rentrée. Là-dessus, je vous souhaite une excellente journée, une excellente matinée, un excellent week-end, d'excellentes lectures évidemment, et je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao!